En grandissant dans la banlieue du Connecticut, j'ai appris très tôt que j'étais invisible. Je m'appelle Mona et je suis la fille aînée d'une famille où être responsable signifiait être oublié. J'ai 28 ans maintenant et Tracy en a 24. Le schéma a commencé le jour de sa naissance prématurée, passant ses premières semaines dans un incubateur pendant que mes parents campaient à l'hôpital. Je n'avais que 4 ans, hébergé chez des voisins qui avaient pitié de la petite fille que ses parents n'appelaient jamais. Quand Tracy est rentrée à la maison, tout tournait autour d'elle. Elle avait besoin d'une attention particulière, disait-il. De soins spéciaux. Je comprenais à 4 ans, et je comprenais encore à 10 ans quand je préparais mes propres déjeuners pour l'école parce que maman était occupée à préparer des repas spéciaux pour Tracy. Je comprenais à 14 ans quand j'ai commencé à faire ma propre lessive parce que papa conduisait Tracy à ses leçons de piano, ses cours de danse, ses sessions de tutorat dont elle n'avait pas vraiment besoin. À 16 ans, j'étais devenu un fantôme dans ma propre maison. Tracy a eu une voiture toute neuve le jour où elle a réussi son permis de conduire. Une berline bleue brillante avec un nœud sur le dessus. J'ai pris le bus jusqu'à ce que je puisse économiser assez d'argent de mon travail à temps partiel à l'épicerie pour acheter une Toyota rouillée qui tombait en panne une semaine sur 2. Personne n'a remarqué quand je l'ai réparée moi-même dans l'allée, en apprenant dans des livres de bibliothèque. Papa est passé juste à côté de moi pour aider Tracy à choisir des housses de siège personnalisées pour sa voiture parfaite. L'université était censée être différente. J'ai été accepté dans un excellent programme de soins infirmiers avec des bourses d'études que j'avais obtenues en travaillant à m'en rendre malade. Le jour où la lettre d'acceptation est arrivée, j'ai couru en bas en l'agitant, si fier que je pouvais à peine respirer. Maman était au téléphone avec Tracy, qui était contrariée par un garçon qui ne lui avait pas répondu par SMS. Papa regardait des photos de la remise des diplômes de Tracy au lycée sur son ordinateur, même si la mienne avait eu lieu seulement 2 ans auparavant. Je suis resté là, tenant mon avenir entre mes mains, et personne n'a levé les yeux. Ils ont payé l'université de Tracy en totalité. Chaque centime, la chambre d'étudiant, le plan repas, les livres, l'argent de poche. Elle est allée dans une université privée d'arts libéraux à 3 heures de route et appelait à la maison en pleurant chaque semaine pour dire à quel point c'était difficile. J'ai travaillé 2 emplois tout en suivant des cours, dormi 4 heures par nuit, et obtenu mon diplôme avec mention. Ils ne sont pas venus à ma remise de diplôme. Tracy avait un rendez-vous chez le dentiste ce jour-là, juste un nettoyage de routine. Et maman a dit que quelqu'un devait la conduire. Je me suis dit que ce n'était pas grave. La famille, c'est la famille, non? Ils m'aimaient à leur manière. Ils étaient juste occupés, juste distraits, juste concentré sur Tracy parce qu'elle avait besoin de plus d'aide. J'ai construit ma propre vie, pièce par pièce. Je suis devenue infirmière aux urgences, bonne dans mon travail, respectée par mes collègues. J'avais de vrais amis, des gens qui me voyaient, qui se souvenaient de mon anniversaire, qui appelaient juste pour parler. Je suis sorti avec un homme merveilleux nommé Eric, un professeur de lycée aux yeux bienveillants qui me regardait comme si j'avais de l'importance. Mais j'appelais toujours mes parents chaque semaine, je leur envoyais toujours des cadeaux pour les fêtes, je me présentais toujours au dîner de famille quand ils se souvenaient de m'inviter, ce qui n'était pas souvent. Je continuais d'espérer qu'un jour ils remarqueraient, qu'un jour ils me verraient là, attendant. Il y a 3 ans, Tracy a adopté un Golden Retriever nommé Biscuit après une mauvaise rupture. C'est là que les choses sont devenues vraiment bizarres. Mes parents sont devenus obsédés par ce chien. Pas seulement l'affection normale d'un propriétaire d'animal de compagnie, mais quelque chose de tout à fait différent. Des mises à jour photos quotidiennes dans le groupe de discussion familiale dont je faisais techniquement partie, mais que je vérifiais rarement car il n'y avait que des photos de Biscuit. Des fêtes d'anniversaire pour le chien avec des gâteaux personnalisés. Un photographe animalier professionnel pour des séances photos saisonnières. Maman cousait à la main de petits vêtements pour Biscuit, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait pour ses propres enfants. J'ai essayé d'être compréhensive. Le chien rendait Tracy heureuse, et rendre Tracy heureuse était ce que faisaient mes parents. Je me suis concentré sur ma vie, mon travail, ma relation avec Eric. Nous parlions d'emménager ensemble, peut-être de nous fiancer. J'avais construit quelque chose de réel et de bon sans eux. Mais il y avait toujours une partie de moi, une petite partie blessée que j'essayais d'ignorer, qui continuait d'espérer, de continuer à appeler, de continuer à me présenter. 2 mois avant que tout ne change, j'ai découvert que j'avais développé une grave allergie à certains médicaments. C'est arrivé après une intervention dentaire de routine où j'ai eu une réaction à l'antibiotique qu'il m'avait prescrit. Ma gorge a enflé,
j'ai eu de l'urticaire, et j'ai fini dans mes propres urgences, traité par mes collègues. C'était terrifiant, embarrassant et sérieux. L'allergologue que j'ai vu par la suite m'a dit que c'était potentiellement mortel, que je devais m'assurer que tout le monde le sache, que je devrais porter un bracelet d'alerte médicale. Je suis allé à un rare dîner de famille cette semaine-là, déterminé à leur dire quelque chose d'important pour une fois. Je me suis entraîné dans la voiture, j'ai réfléchi à la manière de le dire clairement. C'est sérieux. Notez ça. Je pourrais mourir si on me donne ces médicaments. Je me suis assise à la table de leur salle à manger, la même table où j'avais pris 1000 repas silencieux. Maman faisait défiler son téléphone en regardant des photos de biscuits de la promenade de l'après-midi. Papa était en fait en communication avec Tracy, discutant de la question de savoir s'il devait passer à de la nourriture pour chiens biologiques. J'ai attendu une pause qui n'est jamais venue. Finalement, j'ai juste commencé à parler. J'ai une grave allergie médicamenteuse maintenant. J'ai besoin que vous le sachiez. C'est vraiment important. Je pourrais avoir une réaction mortelle si on me donne ces médicaments. Maman a levé les yeux une demi-seconde. C'est bien, ma chérie. Elle est retournée à son téléphone, souriant à une photo de biscuit portant un minuscule imperméable. Papa avait levé le doigt dans le geste universel de « une minute », hochant la tête à tout ce que Tracy disait sur les rendez-vous de toilettage et si biscuits préféraient les friandises de l'animalerie de luxe ou de la normale. Je suis resté assise là avec mon allergie potentiellement mortelle, mes informations médicales importantes, mon besoin d'être entendu juste une fois, juste cette fois critique. Aucun d'eux n'avait écouté un seul mot. Aucun d'eux ne m'avait regardé du tout. J'ai sorti mon téléphone, tapé l'information dans un SMS et l'ai envoyé au groupe de discussion familiale. Il est apparu sous 17 photos de biscuits. Personne n'a réagi. Personne ne l'a même lu, à en juger par l'absence de coche de lecture. Je suis rentré chez moi ce soir-là et je me suis enfin laissé pleurer. Eric m'a tenu dans ses bras sur mon canapé et a dit doucement ce que j'avais eu peur d'admettre. Ils ne te verront jamais, Mona. Je suis vraiment désolé, mais ils ne te verront jamais. Je ne voulais pas le croire. Je me suis dit qu'il avait tort. C'étaient mes parents. Quand ça compterait vraiment, ils seraient là. Je n'avais aucune idée à quel point je découvrirais bientôt la vérité. La nuit qui a tout changé a commencé de manière assez ordinaire. J'avais pris un double service à l'hôpital, pour remplacer un collègue dont l'enfant avait la grippe. C'était mi-octobre, chargé, mais gérable, le genre de service que j'avais fait 100 fois auparavant. J'étais bonne dans mon travail, calme sous la pression. L'infirmière que les gens voulaient quand les choses devenaient critiques. Vers 8 heures du soir, j'ai commencé à me sentir étrange, juste un peu bizarre, un peu étourdi, comme si je m'étais levé trop vite. J'ai ignoré, j'ai continué à travailler, pensant que j'étais fatigué de la longue journée. Puis ma gorge a commencé à se serrer. J'ai touché mon cou, senti mon pouce accélérer plus qu'il ne le devrait. J'étais en train de vérifier les signes vitaux d'un patient quand j'ai réalisé que je ne pouvais pas tout à fait reprendre mon souffle. La pièce a légèrement basculé. Mes mains picotaient. Je me suis excusé, j'ai marché prudemment jusqu'aux toilettes du personnel, je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu de l'urticaire se propager sur mon cou. Oh non. J'ai attrapé mon sac à main, trouvé mon épipène, mais mes mains tremblaient tellement que je l'ai fait tomber. Je me suis penché pour le ramasser et c'est là que mes jambes ont lâché. Je me souviens d'avoir heurté le sol. Je me souviens avoir pensé, c'est grave. C'est vraiment grave. Je me souviens avoir essayé d'appeler à l'aide, mais ma gorge était trop enflée pour émettre un son. Ma collègue Sarah m'a trouvé là 3 minutes plus tard, inconsciente sur le sol de la salle de bain. J'ai appris tout cela par la suite. Sur le moment, tout est devenu noir. Je me suis réveillé 6 jours plus tard. Mais la nuit dont je vous parle, la nuit qui m'a montré exactement qui étaient mes parents, je n'étais éveillé pour rien de tout cela. Voici ce qui s'est passé. Pendant que je luttais pour ma vie, Sarah a crié à l'aide. L'équipe d'urgence est arrivée en courant. Des gens avec qui j'avais travaillé pendant 3 ans travaillaient maintenant sur moi. Le docteur Ramen, le médecin traitant, a jeté un coup d'œil et a su immédiatement. Choc anaphylactique, sévère, critique. Ils m'ont mise sur un brancard, m'ont intubé, m'ont injecté de l'épinéphrine, des antihistaminiques et des stéroïdes. Ma pression artérielle était dangereusement basse. Ma saturation en oxygène chutait. Le docteur Ramen m'a dit plus tard que pendant environ 20 minutes, il n'était pas sûr que je m'en sortirais.
Voici ce qu'ils ont reconstitué. Cet après-midi-là, j'étais allé à la médecine du travail pour une mise à jour de vaccination de routine. Vaccin contre la grippe, rappel antitétanique, des choses standards que nous recevions tous. Mais quelqu'un a pris le mauvais dossier. Quelqu'un m'a administré un médicament auquel j'étais mortellement allergique. Le médicament dont j'avais essayé de parler à mes parents il y a 2 mois. Le médicament qui était clairement indiqué dans mes informations d'allergie dans le système, mais le mauvais dossier signifiait la mauvaise information. Le médicament qu'ils m'ont donné était exactement celui qui pouvait me tuer. Mes collègues, ces gens extraordinaires avec qui j'avais travaillé, ont immédiatement commencé à essayer de contacter mes contacts d'urgence. Ils ont pris mon téléphone dans mon sac à main, ont trouvé les numéros de mes parents. L'infirmière en chef, une femme nommée Beth, avec qui je m'étais formé, a passé le premier appel. Elle a composé le numéro de téléphone fixe de mes parents à 20h45. Pas de réponse. Elle a laissé un message vocal. C'est Beth qui appelle de l'hôpital. Votre fille Mona a eu une grave urgence médicale. Veuillez rappeler immédiatement. Elle a essayé le téléphone portable de ma mère. Il a sonné 4 fois. Carole, ma mère, a décroché. Allô. Sa voix semblait agacée. Comme si elle avait été interrompue pendant quelque chose d'important. Madame Patterson, c'est Beth qui appelle de l'hôpital. Je suis infirmière ici. Votre fille Mona a été admise dans un état critique. Elle a eu une grave réaction allergique et elle est inconsciente. Nous avons besoin que vous veniez tout de suite. Il y a eu une pause. Beth m'a dit plus tard qu'elle avait entendu un chien aboyer en arrière-plan. Elle a entendu la voix de mon père dire quelque chose à propos de la laisse de biscuits. Nous ne pouvons pas venir maintenant. La voix de ma mère était distraite, dédaigneuse. Tracy emmène Biscuit pour sa promenade du soir, et nous avons promis d'y aller avec elle. Ça fait partie de sa routine. Il devient anxieux si son emploi du temps change. Beth est restée là dans le couloir, le téléphone collé à l'oreille, regardant par la fenêtre les médecins travailler frénétiquement sur moi. Elle a pris une inspiration. Madame, j'ai besoin que vous compreniez la gravité de cette situation. Les médecins disent que cette nuit pourrait être sa dernière. Votre fille pourrait ne pas survivre à la nuit. Une autre pause. Beth a dit qu'elle pouvait entendre ma mère soupirer comme si tout cela était un énorme inconvénient. Eh bien, Mona est forte. Elle s'est toujours bien débrouillée toute seule. Nous essaierons de passer demain. Dites-lui que nous espérons qu'elle se sentira mieux. La ligne est devenue silencieuse. Ma mère avait raccroché. Beth est restée là à regarder son téléphone, incrédule. Elle a regardé mon dossier, a vérifié qu'elle avait appelé les bonnes personnes, que c'était bien mes parents. Elle a réessayé encore et encore. Au cours des 6 heures suivantes, alors que mon état s'aggravait, que mon cœur luttait, que des machines respiraient pour moi, elle a appelé les numéros de mes parents 4 fois de plus. Pas de réponse. Puis les téléphones ont été complètement éteints. L'hôpital a essayé de joindre Eric, mais il était à une conférence d'enseignants à Chicago, en réunion avec son téléphone éteint. Ils ont joint ma meilleure amie Jenna, mais elle était à Boston pour le travail. Elle a déjà réservé le premier vol de retour, mais cela prendrait des heures. Pendant toute cette nuit critique, la nuit où je risquais de mourir, j'étais entouré de machines et de personnel médical et de personnes qui m'aimaient, sauf Beth. Elle n'était pas affectée à moi, n'était pas censée être dans ma chambre, mais elle revenait sans cesse, entre ses autres patients. Elle se glissait à l'intérieur et me tenait la main. Me parlait même si je ne pouvais pas entendre. Me disait que j'allais m'en sortir. Me disait que j'étais forte. À 2 heures du matin, mon rythme cardiaque a chuté dangereusement. Les moniteurs se sont mis à hurler. Le docteur Ramen a appelé le chariot d'urgence. D'autres médecins se sont précipités. Ils se préparaient au pire, faisant tout leur possible, mais je glissais. Beth était sortie pour leur laisser de la place pour travailler. Elle se tenait dans le couloir, pleurant, priant, quand mon téléphone dans le tiroir de la table de chevet a vibré avec un message texte. Elle l'a attrapé, pensant que peut-être mes parents répondaient enfin, qu'ils étaient enfin en route. Le message était de ma mère. Tracy veut savoir si tu peux lui envoyer le nom de ce restaurant dont tu as parlé le mois dernier. Celui avec de bonnes pâtes. Biscuit n'a pas beaucoup mangé aujourd'hui et nous sommes inquiets. Beth l'a lu 3 fois. L'horodatage indiquait 2h13.
à 2h13 du matin, pendant que je faisais un arrêt cardiaque, que mon cœur défaillait, que les médecins me réanimaient, ma mère m'a envoyé un SMS pour une recommandation de restaurant parce que le chien n'avait pas bien mangé. Il n'y avait aucune mention de mon état, aucune reconnaissance de l'urgence. Pas de « ça va » ou « on arrive » ou « on est désolé ». Juste une question sur des pattes pour un chien. Beth est restée dans ce couloir, mon téléphone dans ses mains tremblantes, des larmes coulant sur son visage. Elle m'a dit plus tard que c'est à ce moment-là qu'elle a su. Elle avait vu beaucoup de choses dans sa carrière d'infirmière, beaucoup de dynamiques familiales, beaucoup de relations compliquées, mais elle n'avait jamais rien vu de tel. Elle n'avait jamais vu de parents qui se fichaient tout simplement que leur enfant vive ou meure. À l'intérieur de ma chambre, le docteur ramène à stabiliser mon cœur. Mes signes vitaux ont lentement commencé à s'améliorer. À 4 heures du matin, j'étais hors de danger immédiat, toujours dans un état critique, toujours inconsciente, toujours intubée et sous une douzaine de médicaments, mais vivante. Beth est revenue, a repris ma main et a chuchoté, « Tu vas t'en sortir. Tu vas survivre à ça et ensuite tu décideras quoi faire des gens qui auraient dû être là et qui ne l'étaient pas ». Elle ne savait pas à quel point elle avait raison. Je ne me souviens pas des 3 jours suivants. On me dit que j'étais techniquement consciente le 2e jour, les yeux ouverts mais pas vraiment là, ne répondant pas aux questions. Mon cerveau était encore embrumé par le traumatisme, les médicaments, le manque d'oxygène que j'avais subi. Le tube respiratoire a été retiré le 3e jour, et c'est là que les choses ont commencé à redevenir claires. La première chose que j'ai vue clairement, c'est le visage de Beth. Elle vérifiait ma perfusion, ajustait quelque chose sur l'un de mes moniteurs. Quand elle a remarqué que mes yeux la suivaient, la voyant vraiment, elle a souri si largement. « Bon retour parmi nous », a-t-elle dit doucement. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était irritée, endommagée par l'intubation. Elle m'a apporté des glaçons, m'a aidé à prendre de minuscules gorgées d'eau. Mes mains tremblaient. Tout me faisait mal. Après quelques minutes, quand j'ai pu chuchoter, j'ai posé la seule question qui comptait. Sont-ils venus? Le sourire de Beth s'est estompé. Elle a tiré une chaise, s'est assise à côté de mon lit et a pris ma main. Puis elle m'a tout raconté. Les 17 appels téléphoniques en 7 jours, les messages vocaux, les SMS de l'administration de l'hôpital, les mots de ma mère la première nuit, le SMS sur le restaurant de pâtes. Elle m'a montré mon téléphone. M'a montré ce SMS toujours là à 2h13 du matin. Je l'ai regardé longuement. Biscuit n'a pas beaucoup mangé aujourd'hui. Ma mère s'inquiétait de l'appétit du chien pendant que je mourais. Quelque chose s'est passé en moi à ce moment-là. Quelque chose s'est brisé. Ou peut-être que quelque chose a finalement guéri. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste senti cette étrange clarté froide m'envahir. Bien sûr, ils ne sont pas venus. Pourquoi seraient-ils venus? J'avais passé 28 ans à essayer de compter pour eux, et j'avais échoué à chaque fois. Ce n'était que la preuve la plus spectaculaire de quelque chose que j'avais toujours su, mais que j'avais refusé d'accepter. Ils ne m'aimaient pas. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas. Peut-être que quelque chose en eux était brisé. Ou que quelque chose en moi n'allait pas. Ou peut-être que c'était juste ce simple fait que certains parents n'aiment pas tous leurs enfants de la même manière. Et j'avais tiré le mauvais numéro. Beth a serré ma main. Je suis tellement désolé, Mona. Ne le sois pas, ai chuchoté. Tu es resté. Tu étais là. Au cours des 4 jours suivants, je me suis rétabli physiquement. L'urticaire a disparu. Ma respiration s'est normalisée. Les tremblements ont cessé. Je pouvais manger de la vraie nourriture, marcher jusqu'à la salle de bain avec de l'aide, m'asseoir sans avoir le vertige. Mon corps guérissait, mais quelque chose d'autre se produisait aussi. Je prenais des décisions. Jenna est revenue de Boston dès qu'elle a pu prendre un vol, a fait irruption dans ma chambre en pleurant et furieuse. Elle voulait conduire jusqu'à la maison de mes parents et leur crier dessus. Je lui ai dit non. Eric est revenu de sa conférence, s'est assis à mon chevet, l'air dévasté d'avoir manqué le pire. Il voulait les appeler, leur dire exactement ce qu'il pensait d'eux. Je lui ai dit non. Je ne voulais pas qu'ils soient confrontés. Je ne voulais pas qu'ils aient honte de se présenter. Je voulais leur donner assez de cordes pour se pendre. Je voulais voir ce qu'ils feraient si j'attendais simplement. Tracy a appelé le 5e jour. J'étais assise dans mon lit en train de manger de la gelée quand mon téléphone a sonné avec son numéro. Beth était là,
a haussé un sourcil. J'ai répondu en haut-parleur. Salut, sœurette. La voix de Tracy était enjouée, inconsciente. Maman a dit que tu étais à l'hôpital ou quelque chose comme ça. Tout va bien? Bref, devine quoi? Biscuit a appris un nouveau tour. Il peut se rouler et faire le mort maintenant. N'est-ce pas adorable? On s'est entraîné toute la semaine. Tu devrais le voir. Il est si intelligent. J'ai raccroché sans dire un mot. Beth m'a regardé. Elle n'a vraiment aucune idée, n'est-ce pas? Je ne pense pas qu'aucun d'eux n'en ait, ai-je dit. Je ne pense pas qu'ils soient capables de comprendre ce qu'ils ont fait. Cette nuit-là, j'ai demandé mon ordinateur portable. J'ai passé 3 heures à passer des appels, à envoyer des emails. J'ai appelé un agent immobilier que j'avais rencontré lors d'une collecte de fonds de l'hôpital, j'ai posé des questions sur les logements à Portland, en Oregon. J'avais toujours aimé le nord-ouest du Pacifique, j'avais parlé d'y déménager un jour. Un jour est devenu maintenant. J'ai envoyé un email au propriétaire de mon appartement, lui expliquant que je devais résilier mon bail en raison d'un déménagement médical. Il a été compréhensif. Il me connaissait comme une bonne locataire qui payait toujours à temps. J'ai écrit à mon superviseur de l'hôpital. C'était le plus difficile. J'aimais mon travail, j'aimais mes collègues, mais je ne pouvais pas rester. Pas dans la même ville que mes parents, pas là où je risquais de les croiser à l'épicerie ou de voir leur voiture passer. J'ai donné un préavis de 2 semaines par email, expliqué que j'étais transféré dans un système hospitalier à l'autre bout du pays, demandé une référence. Puis j'ai sorti un carnet et j'ai commencé à écrire une lettre à la main, à l'ancienne. J'ai écrit pendant 2 heures, des larmes tombant sur les pages, maculant certains mots. J'ai écrit tout ce que je n'avais jamais dit, tout ce que j'avais ravalé, tout ce que j'avais excusé et justifié. Je l'ai scellé dans une enveloppe. Le 6e jour, Beth est arrivée pour son service et m'a trouvé habillé en vêtements civils, assise sur le bord de mon lit. J'avais pris une douche, je m'étais coiffé, j'avais l'air presque normal, à l'exception des bleus sur mes bras de toutes les perfusions. Tu n'es pas encore sorti, a-t-elle dit, inquiète. Je le serai demain, lui ai-je dit. J'ai déjà parlé au docteur Ramen. Je suis assez stable pour partir. Mona, tu as besoin de repos. Tu as besoin de récupérer. Je récupérerai à Portland. Je lui ai fait un petit sourire. J'ai déjà un appartement meublé qui m'attend. Eric emmène mes affaires la semaine prochaine. Jenna m'aide à faire mes cartons. C'est fait. Beth s'est assise lourdement. Ils ne sont toujours pas venus, n'est-ce pas? Non. Je lui ai tendu l'enveloppe. Mais ils viendront demain matin, je suppose. Tracy a croisé une de mes camarades de promotion de l'école d'infirmière dans un café hier. La camarade a mentionné ma terrible urgence. Je suis sûr que Tracy leur a dit maintenant. Que veux-tu que je fasse avec ça? Beth tenait l'enveloppe comme si elle était précieuse. Quand ils arriveront, donne-la leur. Ensuite, ne leur dis rien. Ne leur dis pas où je suis allé. Ne leur dis pas si je vais bien. Ne leur donne rien. Beth a regardé l'enveloppe, m'a regardé, et a hoché lentement la tête. Tu ne reviens pas, n'est-ce pas? Le ferais-tu? Elle m'a prise dans ses bras. Cette femme qui m'avait tenu la main pendant la pire nuit de ma vie, qui m'avait défendu quand mes propres parents ne le faisaient pas, non, a-t-elle chuchoté. Je ne le ferai pas, cette nuit-là, je me suis allongé dans mon lit d'hôpital pour la dernière fois. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je n'arrêtais pas de penser à la fille que j'avais été. Celle qui préparait ses propres déjeuners, réparait sa propre voiture, travaillait 2 emplois et appelait quand même chaque semaine en espérant être vue. Cette fille était partie. Elle était morte sur le sol de cette salle de bain. Ou peut-être qu'elle était morte lentement pendant 28 ans. La femme qui partait le matin était quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui connaissait sa valeur, quelqu'un qui en avait fini d'attendre. À 7 heures du matin, j'ai rassemblé mes quelques affaires. Beth était arrivée tôt, pas officiellement en service, mais là quand même. Elle m'a de nouveau serré dans ses bras. Sois heureuse, a-t-elle dit. Construis quelque chose de beau. Je le ferai. Je suis sorti de cet hôpital par mes propres moyens. Eric m'attendait sur le parking pour me conduire chez Jenna où je resterai jusqu'au déménagement. Je n'ai pas regardé en arrière. À 8h30, Beth m'a envoyé un SMS. Ils viennent d'appeler.
Ils sont en route. J'ai répondu par un seul mot. Parfait. Mes parents arrivaient enfin. Ils avaient une semaine de retard. Beth m'a raconté plus tard ce qui s'est passé quand ils sont arrivés. Elle a comblé tous les détails que j'avais manqués parce que j'étais déjà parti. Ils sont arrivés à 9h15 du matin, une semaine entière après mon admission. Carol et Denny sont entrés dans le hall de l'hôpital avec Tracy à leur côté et Biscuit en laisse. Ils avaient en fait amené le chien à l'hôpital. Beth les a vus arriver depuis le poste des infirmières, les a reconnus grâce à la photo sur mon formulaire de contact d'urgence. Elle a regardé Carol s'arrêter à la boutique de cadeaux, acheter un bouquet d'œillets bon marché, le genre qu'ils vendent aux gens qui ont oublié que c'est le jour de visite. Elle a regardé Denny consulter son téléphone, l'air ennuyé. Elle a regardé Tracy essayer d'empêcher Biscuit de renifler les autres visiteurs. Ils ont pris l'ascenseur jusqu'à mon étage, ont marché dans le couloir en discutant de leur projet pour le week-end. Carol se cherchait déjà des excuses. Beth a dit qu'elle pouvait les entendre à 10 mètres de distance. Les téléphones ont été si bizarres ces derniers temps, disait Carol à Tracy. Je jure que je n'ai jamais reçu aucun de ces messages. La technologie, tu sais, si peu fiable. Ils ont atteint ma chambre. La porte était ouverte. Le lit était vide. Parfaitement fait avec des draps blancs frais. La seule chose sur le lit était une enveloppe blanche avec « Maman, Papa et Tracy » écrit dessus de ma main. Tracy l'a remarqué en premier. Elle est entrée, l'a prise nonchalamment en essayant d'empêcher Biscuit de sauter sur le lit. Oh. Elle nous a laissé une note. C'est gentil. Elle l'a ouverte sans aucun pressentiment de ce qui allait arriver, a sorti 3 pages manuscrites, a commencé à lire à voix haute. Sa voix a vacillé après le premier paragraphe. Carol s'est approchée, lisant par-dessus son épaule. Denny a pris les pages des mains tremblantes de Tracy, son visage pâlissant à mesure qu'il lisait. Beth se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, regardant la couleur quitter leur visage exactement comme je l'avais imaginé. Voici ce que disait la lettre. Chère maman, papa et Tracy, au moment où vous lirez ceci, je serai partie. Pas morte, bien que je comprenne si ce n'est pas une préoccupation, juste partie de vos vies comme je l'ai toujours été dans vos cœurs. Je veux commencer par vous remercier. Vous m'avez appris la leçon la plus précieuse de ma vie. Vous m'avez appris que je ne peux pas compter sur vous. Ni pour les urgences, ni pour le soutien, ni pour la décence humaine de base. Vous m'avez appris que la promenade du soir d'un chien est plus importante que la vie de votre fille. Vous m'avez appris que je ne comptais pas et que je n'ai jamais compté. Laissez-moi vous donner quelques faits, puisque je sais à quel point vous appréciez la clarté. Le 14 octobre à 20h42, j'ai été transporté d'urgence à cet hôpital, inconsciente. J'étais en choc anaphylactique, une réaction allergique potentiellement mortelle. Le personnel médical vous a appelé 17 fois au cours des 7 jours suivants. 17 fois. Le premier appel auquel vous avez répondu, l'infirmière vous a dit que j'étais dans un état critique, que je ne survivrais peut-être pas à la nuit. Votre réponse a été que vous ne pouviez pas venir parce que Tracy promenait Biscuit et que cela faisait partie de sa routine. Vous avez dit que j'étais forte, que je m'étais toujours bien débrouillée toute seule. Vous avez dit que vous essaieriez de passer demain. Vous n'êtes pas venu demain. Vous n'êtes pas venu pendant 6 jours de plus. Pendant la pire nuit, quand mon cœur défaillait et que les médecins ne savaient pas si je m'en sortirais, vous m'avez envoyé un SMS. L'horodatage était 2h13 du matin. Vous vouliez savoir le nom d'un restaurant de pâtes parce que Biscuit n'avait pas beaucoup mangé ce jour-là. Laissez cela faire son effet. À 2h du matin, pendant que je mourais, vous vous inquiétiez de l'appétit d'un chien. Je sais ce que vous pensez en ce moment. Vous vous cherchez des excuses. Les appels n'ont pas dû passer. Vous n'avez pas compris à quel point c'était grave. Vous étiez occupé. Vous étiez stressé. Vous seriez venu si vous aviez su. Mais voici le problème. Vous saviez. On vous l'a dit clairement et à plusieurs reprises. Vous ne vous en souciez tout simplement pas assez pour interrompre la promenade d'un chien. Ce n'est pas nouveau. C'est ce que vous avez toujours été. Ce n'est que l'exemple le plus spectaculaire d'un schéma qui a existé toute ma vie. J'ai passé 28 ans à essayer de compter pour vous. Je me suis faite petite, je me suis faite facile, je me suis faite invisible pour ne pas vous accabler de mes besoins. J'ai excusé chaque remise de diplôme manquée, chaque anniversaire oublié, chaque moment où vous avez choisi Tracy ou son chien plutôt que moi.
Je me suis dit que vous m'aimiez à votre manière. Je me suis dit que la famille, c'est la famille. Je me suis dit qu'un jour vous me verriez. Mais vous ne le ferez pas. Vous ne le pouvez pas. Et j'ai fini d'attendre. Voici ce qui va se passer. Vous ne saurez pas où je suis allé. Vous n'aurez pas mon nouveau numéro. Vous ne ferez partie de ma vie d'aucune manière. Je ne fais pas cela pour vous punir. Je fais cela pour me sauver. Vous avez fait votre choix lorsque vous avez choisi la promenade d'un chien plutôt que ma vie. Maintenant, je fais le mien. Je me choisis. Je choisis les gens qui sont présents. Je choisis une vie où je ne m'en dis pas toujours des miettes d'attention de la part de gens qui devraient m'aimer inconditionnellement mais ne le font pas. Je vous libère de l'obligation de prétendre que je suis votre fille. Vous êtes libre de vous concentrer entièrement sur Tracy et Biscuit sans aucune culpabilité. Et je suis enfin libre aussi. Libre de construire une famille qui veut vraiment de moi. Libre d'arrêter d'espérer quelque chose que vous ne donnerez jamais. Libre de vivre sans cette douleur constante d'essayer de mériter un amour qui aurait dû être donné librement. Je ne vous déteste pas. Je ne vous blâme même pas. Pas vraiment. Certaines personnes n'ont tout simplement pas en elles la capacité d'aimer certains enfants. Ce n'est pas ma faute. Et ce n'est plus mon fardeau à porter. J'espère que vous aurez une bonne vie. J'espère que Tracy et Biscuit vous apporteront toute la joie que je n'ai jamais pu vous apporter. J'espère qu'un jour vous penserez à moi et ressentirez quelque chose. Même si ce n'est qu'une légère curiosité sur ce que je suis devenu. Je vais bien m'en sortir. Mieux que bien. Je vais être entouré de gens qui ont été là pour moi quand vous ne l'étiez pas. Des gens qui m'ont tenu la main pendant la pire nuit de ma vie. Des gens qui me voient comme digne de leur temps et de leur amour. Vous n'en ferez pas partie. Vous n'aurez pas le droit de connaître cette version de moi. Vous aviez 28 ans pour la rencontrer et vous avez choisi de ne pas le faire. C'est un adieu. Pas le genre temporaire où nous nous reparlerons un jour. Le genre permanent. Le genre où vous avez fait un choix et maintenant vous vivez avec. Merci de m'avoir appris ce que je mérite. C'est tellement plus que tout ce que vous m'avez jamais donné. Mona. Denny a baissé les pages, les mains tremblantes. Carole avait des larmes coulant sur son visage, mais Beth a dit qu'elles ressemblaient plus à des larmes de choc qu'à un chagrin sincère. Tracy fixait la lettre comme si elle ne pouvait pas tout à fait comprendre ce qu'elle venait de lire. La pièce est restée silencieuse un long moment. Puis Carole s'est tournée vers Beth. Où est-elle? Sa voix était sèche, exigeante. Où est passée ma fille? Beth a soutenu son regard. Elle est sortie ce matin. Où elle est allée ne vous regarde pas, Denny a essayé de prendre les choses en main, bombant le torse comme le font les hommes lorsqu'ils essaient d'affirmer une autorité qu'ils n'ont pas réellement. Écoutez-moi bien. Nous sommes ses parents. Vous devez nous dire où elle est. C'est ridicule. Elle est juste contrariée. Beth n'a pas bougé. Vous êtes les personnes qui ont été appelées 17 fois et qui n'ont pas pris la peine de se présenter. Vous êtes les personnes qui ont valorisé la routine d'un chien plutôt que la vie de votre fille. Je n'ai rien de plus à vous dire, sauf que vous devez partir. Cette chambre est nécessaire pour de vrais patients dont les familles se soucient réellement d'eux. Le visage de Carole est devenu rouge. Comment osez-vous nous parler comme ça? Nous allons vous signaler. Nous allons appeler l'administration de l'hôpital. Beth a sorti son téléphone, a affiché les journaux d'appel qu'elle avait sauvegardés. Allez-y. J'ai la documentation de chaque appel passé à vos numéros, chaque message vocal laissé, chaque SMS envoyé. J'ai l'enregistrement de votre première conversation avec moi où vous avez dit, et je cite, « Mona est forte, elle s'est toujours bien débrouillée toute seule. » J'ai des preuves horodatées de tout. S'il vous plaît, signalez-moi. J'adorerais avoir cette conversation avec mes superviseurs. Le silence qui a suivi était lourd. Tracy a commencé à pleurer, de vraies larmes cette fois. Je ne savais pas, n'arrêtait-elle pas de dire. Je ne savais pas que c'était si grave. Tu en savais assez, a dit Beth doucement. Tu l'as appelé le 5e jour pour parler des tours de ton chien. Elle t'a raccroché au nez et tu n'as pas rappelé. Tu ne t'es pas demandé pourquoi. Tu ne t'es pas assez soucié pour te le demander. La sécurité est arrivée alors, appelée par une autre infirmière qui avait entendu l'agitation. Carole a essayé de discuter, d'exiger des réponses, mais ils ont été escortés hors de l'hôpital avec leurs chiens, leurs fleurs bon marché et leurs excuses. Ils ont essayé de m'appeler immédiatement.
Mon numéro était déconnecté. Ils ont conduit jusqu'à mon appartement. Le propriétaire, Dieu le bénisse, leur a dit que j'avais résilié mon bail et déménagé hors de l'État. Et non, ils ne savaient pas où. Ils ont essayé d'appeler Eric. Il a regardé l'identifiant de l'appelant et a bloqué le numéro sans répondre. Ils ont conduit jusqu'à sa maison. Il a ouvert la porte, les a regardés et a dit « Vous avez un sacré culot de vous présenter ici ». Puis il leur a claqué la porte au nez. Ils ont essayé Jenna. Elle a répondu au 3e coup de sonnerie. Avant qu'il ne puisse parler, elle a dit « Mona m'a demandé de ne pas vous parler. Je respecte ses souhaits. Perdez ce numéro. » Elle a raccroché. Au cours des 3 jours suivants, ils ont tout essayé. Ils ont appelé mon travail, mais j'avais déjà démissionné. Ils ont appelé de vieux amis dont ils avaient gardé les numéros, mais personne ne voulait leur parler. Ils ont essayé les réseaux sociaux, mais je les avais bloqués sur tout et supprimé mes comptes de toute façon. Tracy a finalement craqué et a avoué à Carol et Denny que peut-être, juste peut-être, ils m'avaient maltraité pendant des années, que peut-être que ce n'était pas juste une question d'une nuit, que peut-être j'avais eu tout à fait le droit de partir. Carol ne voulait pas l'entendre. Elle n'arrêtait pas d'insister sur le fait que c'était une réaction excessive, que je faisais du cinéma, que les familles se pardonnent. Denny était d'accord, mais Beth a dit qu'il y avait quelque chose de creux dans sa voix, comme s'il essayait de se convaincre lui-même. Puis, 3 jours après avoir trouvé la lettre, un colis est arrivé chez eux. À l'intérieur se trouvait une boîte pleine d'objets qu'ils m'avaient envoyés au fil des ans. Une écharpe de Noël d'il y a 5 ans, toujours dans son emballage d'origine. Une carte cadeau pour un restaurant que je n'avais jamais utilisé parce que c'était pour un steakhouse et que je ne mangeais pas de viande rouge, quelque chose qu'ils auraient su s'ils avaient prêté attention. Un livre sur le dressage des chiens qu'ils m'avaient envoyé par erreur, destiné à Tracy. Des cartes d'anniversaire qu'ils avaient signées mais clairement jamais pensées, pleines de messages génériques comme « J'espère que ta journée est spéciale ». Chaque cadeau qu'ils m'avaient fait, retourné. Tous encore en parfait état parce que je les avais gardés en espérant qu'ils signifieraient quelque chose un jour, en espérant que l'intention commencerait à compter. Au fond de la boîte se trouvait une clé USB et un post-it. La note disait, au cas où vous vous demanderiez si vous l'avez imaginé, non. C'est vraiment arrivé, et mon départ aussi. Ils ont branché la clé USB sur l'ordinateur de Denny, les mains tremblantes. Ce qu'ils ont trouvé les a brisés d'une manière que ma lettre n'avait pas tout à fait réussi. Des images de sécurité de l'hôpital de la nuit où j'ai été admise. Horodatées, datées, indéniables. Le journal d'appel du poste des infirmières montrant chaque appel à leur numéro, la durée, s'il a été répondu. Des enregistrements vocaux des messages vocaux laissés. La politique de l'hôpital pour les urgences médicales. Des infirmières expliquant encore et encore que j'étais dans un état critique, qu'ils devaient venir, que cette nuit pourrait être ma dernière. Puis il y avait la capture d'écran du message texte. Celui sur le restaurant de pâtes. Horodaté à 2h13 du matin le 15 octobre. Juste en dessous, une autre capture d'écran montrant mon dossier médical de ce moment précis. Rythme cardiaque 42, pression artérielle 70/40e, équipe d'urgence activée. Il m'avait envoyé un SMS à propos de la nourriture pour chiens pendant que je faisais un arrêt cardiaque. Les images vidéo leur ont montré la vérité qu'ils ne pouvaient nier. Les appels avaient bien été passés. Les messages vocaux avaient été laissés. Ils avaient su. Ils avaient choisi de ne pas venir. Carol a regardé les vidéos 3 fois, puis s'est levée et a vomi dans la salle de bain. Denny est resté figé sur sa chaise, des larmes coulant sur son visage. Tracy s'est enfermée dans sa chambre et n'en est pas sortie pendant des heures. Il n'y avait aucune excuse, aucune explication possible. Je leur avais donné la preuve de leur propre cruauté, documentée, horodatée et indéniable. Ils avaient choisi un chien plutôt que leur fille, et maintenant ils devaient vivre avec ce que cela faisait d'eux. 6 mois ont passé. J'ai appris ce qui leur était arrivé grâce à Beth, qui est restée en contact avec moi. Elle est devenue l'une de mes amies les plus proches, en fait. Nous nous textions presque tous les jours, nous passions des appels vidéo le week-end. Elle a été la première personne de mon ancienne vie à me rendre visite à Portland. Mes parents ont sombré. Carol est devenue obsédée par l'idée de me retrouver. Elle a engagé un détective privé qui a pris son argent et n'a rien trouvé parce que j'avais été intelligente pour brouiller les pistes. Nouveau numéro de téléphone, nouvelle adresse non répertoriée publiquement. Nouvel emploi dans un système hospitalier sous des références légèrement différentes.
Ma licence d'infirmière transférée en Oregon sans adresse de suivi. Elle a passé des heures sur les réseaux sociaux à créer de faux comptes pour essayer de me trouver, ne réalisant pas que j'avais tout supprimé. Elle a conduit jusqu'à des endroits où j'allais autrefois, mon café préféré, la bibliothèque où j'étudiais, le parc où je courais, comme si j'allais simplement être là, à attendre. Denny a cessé d'aller au travail régulièrement. Il était comptable dans une entreprise de taille moyenne, avait été fiable pendant 20 ans. Soudain, il se déclarait malade, arrivait en retard, faisait des erreurs sur des comptes clients importants. Son patron l'a mis en probation. Il ne semblait pas s'en soucier. Tracy, à son crédit, a eu la plus grande prise de conscience. Elle a commencé à voir un thérapeute, a commencé à déballer toutes les façons dont elle avait été complice de mes mauvais traitements. Elle avait accepté le favoritisme comme son dû, n'avait jamais remis en question pourquoi elle avait tout et moi rien. Elle avait été si absorbée par son propre monde, ses propres problèmes qui semblaient si grands à l'époque mais qui n'étaient en réalité que des choses normales de la vie, qu'elle n'avait jamais remarqué que sa sœur se noyait. Elle a essayé de se racheter de la seule manière possible. Elle a commencé à faire du bénévolat dans un centre de crise, aidant les familles à gérer les urgences médicales. Elle a fait des dons à des fonds de bourse d'études en soins infirmiers en mon nom. Elle m'a écrit des lettres qu'elle ne pouvait pas envoyer parce qu'elle n'avait pas mon adresse, les gardant dans une boîte dans son placard. Mais les vraies conséquences sont venues de la communauté. Beth avait raconté à quelques personnes ce qui s'était passé. Juste ses amis proches, d'autres infirmières, des gens qui m'avaient connu. La rumeur s'est répandue comme elle le fait dans une ville de taille moyenne du Connecticut. L'histoire est sortie. Des parents qui ont choisi la promenade d'un chien plutôt que leur fille mourante. Carol et Denny sont devenus des parias. Les amis ont cessé d'appeler. Les invitations aux fêtes se sont taries. Des gens qui les connaissaient depuis des années traversaient la rue pour les éviter. À l'épicerie, d'anciens voisins les voyaient et tournaient leur chariot, faisant semblant de ne pas les avoir vus. La sœur de Carol, Linda, ma tante, que j'avais toujours aimée mais que je voyais rarement, les a confrontés lors d'une réunion de famille. Elle leur a dit qu'elle avait toujours su qu'ils me traitaient terriblement, mais qu'elle n'avait jamais imaginé que c'était à ce point. Elle a dit qu'elle avait honte d'être de leur famille. La moitié de la famille a cessé de parler à Carol et Denny après cela. Leur église, où ils étaient membres depuis 15 ans, leur a demandé de cesser de venir au service. Pas officiellement. Le pasteur était trop poli pour cela. Mais il a eu une conversation discrète avec eux sur le fait que leur présence causait de la détresse aux autres membres, que les gens avaient du mal à se concentrer sur le culte quand ils étaient assis à deux bancs de parents qui avaient laissé leur fille mourir presque seule. Les conséquences sociales ont été brutales. Mais Beth a dit que rien de ce qu'ils ont affronté n'a égalé ce qu'ils m'avaient fait. Biscuit, ironiquement, est devenu une source de ressentiment. Chaque fois que Denny regardait le chien, il se souvenait du choix qu'il avait fait. Il a commencé à éviter Biscuit, ne le caressait pas, quittait la pièce quand Tracy jouait avec lui. Le chien qui avait été plus important que sa fille représentait maintenant sa plus grande honte. Carol a trouvé mon journal d'enfance en nettoyant le grenier. Elle cherchait quelque chose, n'importe quoi qui pourrait lui donner un indice sur l'endroit où j'étais allé. Au lieu de cela, elle a trouvé la vérité sur qui j'avais été. Elle s'est assise dans ce grenier poussiéreux à lire des entrées de quand j'avais 12 ans. Sur le sentiment d'être invisible. Sur le fait de se demander ce qui n'allait pas chez moi pour que mes parents ne m'aiment pas comme ils aimaient Tracy. Sur le fait d'essayer si fort d'être bonne, d'être facile, d'être digne. Une entrée l'a glacée. Je l'avais écrite après une cérémonie de remise de prix à l'école où j'avais remporté un concours de sciences. Maman et papa ne sont pas venus. Ils étaient au match de foot de Tracy. Elle ne jouait même pas, elle restait juste sur le banc. Mais ils étaient là pour elle quand même. Peut-être que si j'étais malade comme Tracy l'était bébé, ils me remarqueraient aussi. Peut-être que si quelque chose n'allait pas chez moi, ils s'en soucieraient. Carol a appelé Beth cette nuit-là, en sanglotant, demandant si elle savait où j'étais. Beth lui a dit ce que je l'avais autorisé à dire s'il demandait un jour. Mona est vivante. Mona est heureuse. Mona construit une vie magnifique. C'est tout ce que vous avez le droit de savoir. Ce n'était pas assez. Ce ne serait jamais assez. Mais c'était plus qu'ils ne méritaient. Ils ont commencé une thérapie familiale. Juste les trois. Carol a pris le rendez-vous, désespérée de faire quelque chose, n'importe quoi. Le nom de la thérapeute était Dr Sarah Winters.
Et Beth m'a dit plus tard qu'elle avait été brutalement honnête avec eux. Lors d'une séance environ 3 mois plus tard, le docteur Winters leur a posé une question simple. Si Mona entrait par cette porte en ce moment, que lui diriez-vous? Carole s'est complètement effondrée. Elle a admis qu'elle ne saurait pas par où commencer, que, désolé, semblait un mot trop petit pour ce qu'ils avaient fait, qu'elle avait passé 28 ans à faillir à sa fille et ne savait pas comment réparer 28 ans de dégâts. Déni a avoué sa plus grande peur, que si j'entrais par cette porte, je le regarderais avec indifférence. Pas de colère, pas de blessure, juste rien. Comme s'il n'avait pas d'importance, comme s'il était invisible comme je l'avais été pour lui. Il a dit que ce serait pire que n'importe quelle colère, pire que n'importe quelle dispute. Être vu et jugé sans importance. Tracy a pleuré, a dit qu'elle m'avait volé mon enfance sans même s'en rendre compte, qu'elle avait été si gâtée, si choyée, qu'elle n'avait jamais remis en question pourquoi elle avait tout et moi rien, qu'elle m'avait appelé pour parler des tours de chien pendant que j'étais à l'hôpital, et le fait qu'elle puisse être aussi inconsciente la rendait malade. La thérapeute a écouté tout cela. Puis elle a dit quelque chose qui a tout changé. Mona m'a appelé il y a 3 semaines. Elle a demandé si vous assistiez aux séances. Elle a suivi vos progrès. Le choc dans cette pièce a dû être profond. Je les observais toujours, j'avais toujours une longueur d'avance, j'étais toujours en contrôle du récit. Le docteur Winters a continué, elle veut savoir si vous êtes capable de changer. Pas pour elle. Elle a fait la paix avec le fait que vous ne serez plus jamais dans sa vie. Mais elle vérifie si vous devenez le genre de personnes qui ne feront plus cela à personne d'autre. Cela les a frappés plus durement que tout. Je ne vérifiais pas s'ils pouvaient être mes parents. Je vérifiais s'ils pouvaient être de meilleurs êtres humains. Ils se sont engagés dans la thérapie après cela. Vraiment engagés. On commençait à faire le travail difficile et douloureux d'examiner qui ils étaient et pourquoi ils avaient si complètement échoué. Cela n'a rien annulé. Cela ne leur a pas valu le pardon, mais c'était quelque chose. Pendant ce temps, à l'autre bout du pays, je m'épanouissais. J'adorais Portland. J'adorais mon nouveau travail dans un hôpital universitaire où j'étais respecté et apprécié. J'adorais mon appartement dans un quartier plein de cafés et de librairies. J'adorais les amis que je me faisais, des gens qui n'avaient aucun lien avec mon passé, qui me connaissaient comme Mona l'infirmière compétente, Mona la bonne amie, Mona la femme qui souriait facilement et riait souvent. Eric avait déménagé avec moi. Nous avions pris un appartement ensemble. Et c'était tout ce que j'avais espéré. Rentrer à la maison chez quelqu'un qui voulait vraiment me voir. Avoir quelqu'un qui me demande comment s'est passée ma journée et qui écoute vraiment. Construire une vie avec un partenaire qui est présent. Beth est venue me voir 2 fois. Jenna est venue pour un long week-end. J'ai organisé Thanksgiving chez moi avec un groupe d'amis qui était devenu une famille. Nous avons fait le tour de la table en disant ce pourquoi nous étions reconnaissants. Et quand ce fut mon tour, j'ai regardé ces personnes qui avaient choisi d'être dans ma vie et j'ai dit, je suis reconnaissante d'avoir appris que la famille est quelque chose que l'on construit, pas quelque chose dans quoi on est. Cela a suscité des acclamations et des vers levés. Je pensais parfois à mes parents. Je me demandais s'ils pensaient à moi, s'ils se sentaient coupables ou s'ils avaient trouvé un moyen de se faire passer pour les victimes dans l'histoire. Mais les pensées ne me faisaient plus mal. C'était juste des pensées, pas des blessures. Je l'avais fait. J'avais construit quelque chose de magnifique à partir des cendres de ce qu'ils avaient brûlé. Je m'étais choisi, et cela m'avait sauvé la vie de plus d'une manière. Mais mon histoire n'était pas encore terminée. Il y avait encore un chapitre à écrire. 1 an après mon départ, il s'est passé quelque chose que je n'avais pas prévu. J'ai vraiment changé. Pas le genre de changement où l'on est toujours en colère en dessous mais où l'on fait semblant d'aller bien. Un vrai changement. J'avais fait une thérapie, travaillé sur mon traumatisme, fait la paix avec le fait que certains parents ne peuvent tout simplement pas aimer tous leurs enfants. Il ne s'agissait pas de moi étant indigne d'amour. Il s'agissait d'eux étant incapables. Cette prise de conscience m'a libéré d'une manière que je n'avais pas imaginé possible. Eric m'a demandé en mariage un samedi pluvieux de novembre. Nous faisions une randonnée dans Forest Park, avons été pris dans une averse et avons fini par rire et être trempés sous un immense sapin de Douglas. Il a posé un genou à terre là, dans la boue, et a dit, « Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais connue, et je veux passer ma vie à être là pour toi comme tu le mérites. » J'ai dit oui avant qu'il ait fini sa phrase. Nous avons commencé à planifier un petit mariage, juste des amis proches, rien de grand ou de sophistiqué, ma famille choisie.
Beth allait être ma demoiselle d'honneur. Jenna arrivait par avion. Mes collègues m'organisaient une fête prénatale. C'était parfait. J'avais construit cette vie magnifique et mes parents n'en faisaient pas partie. C'était bien comme ça. C'est ainsi que cela devait être. Puis octobre est revenu. J'étais de retour dans le Connecticut pour une conférence sur les soins infirmiers. Ma première fois dans l'État depuis mon départ. Je n'avais dit à personne que je venais, je n'en voyais pas l'intérêt. La conférence se tenait dans un hôtel à Hartford, à environ 40 minutes de chez mes parents. Je me suis dit qu'il n'y avait aucune chance que je les croise. Le Connecticut est petit, mais pas si petit que ça. Le deuxième jour, je me suis porté volontaire à une foire de la santé communautaire que la conférence parrainait. Je tenais un stand sur la sécurité des médicaments, parlant aux gens de l'importance de maintenir des listes d'allergies précises. L'ironie ne m'a pas échappé. J'expliquais à un homme âgé comment utiliser une application de suivi des médicaments quand j'ai senti quelqu'un me fixer du regard. Vous savez, cette sensation quand les poils de votre nuque se dressent et que vous savez, tout simplement. Je me suis retourné et là, il y avait ma mère. Elle se tenait à environ 3 mètres, figée, tenant une brochure d'information qu'elle avait clairement attrapée sans réfléchir. Elle avait l'air plus âgée, plus mince. Il y avait des rides autour de ses yeux que je ne me souvenais pas. Fin de LibriVox. Nos yeux se sont croisés. J'ai regardé son visage passer par une douzaine d'émotions en quelques secondes. Choc, joie, peur, culpabilité, espoir. Je n'ai rien ressenti. Juste une certitude calme et tranquille que j'allais bien, que la voix ne me brisait pas. Mona, a-t-elle chuchoté. J'ai hoché la tête. Carole. L'utilisation de son prénom l'a fait tressaillir. J'ai vu que ça avait fait son effet. La distance, la formalité. Je ne l'appelais pas maman. Pouvons-nous parler? Sa voix tremblait. S'il te plaît, juste 5 minutes. J'aurais dû dire non. J'avais tout à fait le droit de dire non. Mais j'étais curieuse. J'avais fait le travail, guéri les blessures. Je pouvais gérer 5 minutes. Il y a un café à côté, ai-je dit. 5 minutes. Nous avons marché en silence. Elle n'arrêtait pas d'essayer de me regarder sans que ce soit évident, comme si elle cataloguait toutes les façons dont j'avais changé. J'avais coupé mes cheveux courts, portais des vêtements différents, me tenais différemment, avec une confiance que je n'avais jamais eue auparavant. Nous nous sommes assises avec des cafés qu'aucune de nous ne boirait. Elle ne savait pas par où commencer. J'ai attendu. Tu as l'air bien, a-t-elle finalement dit. En bonne santé, heureuse. Je le suis. Je t'ai cherché. Nous t'avons tous cherché. Le détective n'a rien trouvé. Tu as tout simplement disparu. C'était l'idée. Elle a de nouveau tressailli. Mona, je suis tellement désolé. Nous sommes tellement désolés. Ce que nous avons fait était impardonnable. Oui, ça l'était. La franchise l'a surprise. Je pense qu'elle s'attendait à ce que je m'adoucisse, que je la rassure. L'ancienne Mona l'aurait fait. La nouvelle Mona se contentait d'énoncer des faits. Nous avons suivi une thérapie, a-t-elle dit rapidement. Nous tous. Nous avons travaillé à comprendre ce que nous avons fait, pourquoi nous l'avons fait. Nous avons changé. C'est bien. Tout le monde devrait aller en thérapie. Nous donneras-tu une autre chance? Ses yeux étaient désespérés. S'il te plaît, Mona, nous savons que nous ne le méritons pas, mais nous sommes différents maintenant. J'ai pris une gorgée de mon café, j'ai réfléchi. Êtes-vous différent parce que vous avez réalisé que ce que vous avez fait était mal, ou êtes-vous différent parce que vous vous êtes fait prendre? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Les deux, a-t-elle admis. Est-ce terrible? C'est honnête. J'apprécie ça. Mais ça ne change rien. Que faudrait-il, a-t-elle demandé. Que devons-nous faire pour que tu reviennes dans nos vies? Rien. J'ai posé mon café. Parce que je ne veux pas revenir dans vos vies. La couleur a quitté son visage. Tu nous détestes. Non. J'ai secoué la tête. Je ne ressens pas assez de choses fortes pour vous détester. J'ai construit une vie magnifique sans vous. J'ai des gens qui m'aiment, qui sont là pour moi, qui me voient. Je suis fiancé. Je m'épanouis. Je n'ai pas besoin de vous. Mais nous sommes ta famille.
Les larmes commençaient. Des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues. Vous avez cessé d'être ma famille lorsque vous avez choisi la promenade d'un chien plutôt que ma vie. La famille est présente. Vous ne l'étiez pas, nous avons fait une erreur. Une terrible erreur. Ce n'était pas une erreur. C'était 28 ans d'erreur. Cette nuit-là n'était que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nous ne pouvons pas changer le passé. Non, ai-je convenu. Vous ne le pouvez pas. Mais vous pouvez vivre avec les conséquences. C'est votre conséquence. Vous n'aurez pas le droit de me connaître. Vous n'aurez pas le droit de faire partie de ma joie. Vous avez tout manqué et vous continuerez de tout manquer. Je me suis levé. Elle a attrapé ma main. S'il te plaît, sa voix s'est brisée. S'il te plaît, ne pars pas comme ça. Donne-nous quelque chose, n'importe quoi. J'ai regardé sa main sur la mienne, puis son visage. J'y ai vu un chagrin sincère. Un regret sincère. Et j'ai senti quelque chose changer. Juste un peu. Je ne peux pas vous avoir dans ma vie quotidienne, ai-je dit lentement. Je ne peux pas vous faire confiance avec mon cœur. Mais je suis prête à avoir un contact limité. 2 fois par an, pour les grandes fêtes seulement. Nous pouvons échanger des emails, peut-être des appels vidéo, supervisés au début. Vraiment? L'espoir a fleuri sur son visage. À une condition. J'ai retiré ma main. Vous acceptez que c'est tout ce que vous aurez. Vous ne poussez pas. Vous ne demandez pas plus. Vous respectez complètement mes limites ou vous n'aurez rien. Oui. Elle hochait la tête frénétiquement. Oui, n'importe quoi. Et si j'ai des enfants un jour, ils ne seront jamais laissés seuls avec vous. Jamais. Cela a atterri comme un coup de poing, mais elle a hoché la tête. Je comprends. D'accord. J'ai sorti mon téléphone. Je vais te donner une adresse email. Tu peux m'écrire. Je répondrai quand je serai prête. Peut-être qu'à Noël, nous pourrons avoir un appel vidéo. Merci. Elle pleurait ouvertement maintenant. Merci, Mona. Ne me remercie pas. Ce n'est pas pour toi. C'est pour moi, pour clore ce chapitre selon mes propres termes. J'ai écrit l'email sur une serviette, l'ai glissé sur la table et je me suis levé. Peux-tu appeler ton père et Tracy? A-t-elle demandé. Leur donner l'email aussi. J'y réfléchirai. Je suis retourné à la foire de la santé, la laissant assise dans ce café avec son café froid et sa seconde chance qu'elle n'avait pas méritée mais qu'elle obtenait quand même. Cette nuit-là, j'ai appelé Beth, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Ça va, a-t-elle demandé. Je suis parfaite. Et je le pensais. J'ai gagné, Beth. J'ai construit cette vie incroyable. Je suis heureuse. Je suis aimée. Je suis vue. Ils ne peuvent pas me prendre ça parce qu'ils ne me l'ont pas donné. Je l'ai fait moi-même. Tu es incroyable. Tu le sais. J'apprends à le croire. Le lendemain, à la foire de la santé, une jeune femme s'est approchée de mon stand. Elle avait peut-être 19 ans, nerveuse, tenant une brochure de la conférence. Excusez-moi, êtes-vous Mona Patterson? Oui. Elle a pris une profonde inspiration. Vous ne me connaissez pas, mais je suis étudiante en soins infirmiers à Yukon. Sophie. J'étais à une conférence l'année dernière où vous avez parlé de la défense des droits des patients. Vous avez raconté une histoire sur le fait d'être seul pendant une crise médicale et comment cela a changé votre approche des soins infirmiers, sur le fait de s'assurer que chaque patient a quelqu'un qui le voit. Je me suis souvenu de cette conférence. J'avais parlé lors d'un événement du programme de soins infirmiers d'une université, partagé une partie de mon histoire sans entrer dans les détails familiaux. Votre histoire m'a fait appeler ma mère, a poursuivi Sophie. Nous étions brouillés depuis 5 ans. J'étais tellement en colère contre elle pour des choses qu'elle avait faites quand j'étais plus jeune. Mais vous entendre parler d'être seul dans cet hôpital, ça m'a fait réaliser que je ne voulais pas que l'une de nous se retrouve là, seule. Nous reconstruisons notre relation maintenant. C'est difficile, mais nous essayons. Je voulais juste vous remercier. Elle m'a tendu une carte de remerciement faite à la main et est partie avant que je puisse répondre. Je suis resté là, tenant cette carte, les larmes aux yeux. Ma mère était toujours assise à une table près du stand, étant restée pour me regarder travailler de loin. Elle avait vu toute l'interaction. Quand j'ai regardé vers elle,
nos yeux se sont croisés. Elle pleurait aussi, parce qu'elle avait enfin compris. Sa fille n'avait pas seulement survécu à ce qu'il lui avait fait. J'avais transformé ma douleur en but. J'avais pris la pire nuit de ma vie et l'avais utilisée pour aider les autres, pour parler de la défense des droits, pour m'assurer que d'autres personnes ne se retrouvent pas seules comme moi. Ils ne m'avaient pas brisé. Ils m'avaient libéré pour que je devienne quelqu'un d'extraordinaire. Et ils avaient tout manqué. Chaque moment de ma croissance, de ma force, de ma transformation. Ils avaient renoncé au privilège de me voir devenir celle que j'étais toujours censé être. C'était leur vraie punition, pas mon absence. La connaissance de qui j'étais devenu sans eux. 2 ans après cette conversation au café, je me tenais dans la chambre de bébé de ma maison de Portland, peignant les murs d'un jaune doux. Eric assemblait un berceau, maudissant tranquillement les instructions incompréhensibles. J'ai ri de sa frustration, j'ai posé ma main sur mon ventre très enceinte et j'ai senti notre fille donner un coup de pied. Nous avons décidé de l'appeler Grace. Le contact limité avec mes parents avait continué exactement comme je l'avais décrit. Échange de mai à Noël et à mon anniversaire. Brefs appels vidéo polis qui ne dépassaient jamais 30 minutes. Il respectait complètement mes limites car il savait qu'une seule violation signifiait perdre même cette petite fenêtre sur ma vie. Tracy m'avait contacté séparément, avait demandé si nous pouvions parler en tête-à-tête. Nous avions eu plusieurs longues conversations téléphoniques au cours des 2 dernières années. Elle avait fait un vrai travail sur elle-même, une véritable croissance. Elle avait rompu avec son petit ami de longue date qui était émotionnellement manipulateur, avait commencé à construire sa propre identité en dehors d'être la fille préférée. Elle avait même trouvé une nouvelle maison pour biscuits chez un ami de la famille qui avait plus de temps pour lui, admettant qu'elle avait pris un chien pour les mauvaises raisons. J'appréciais sa croissance, mais je la gardais aussi à distance. Certaines blessures guérissent, mais laissent des cicatrices. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai eu une décision à prendre. Devais-je leur dire? Devais-je les laisser être grands-parents d'une manière ou d'une autre? Eric m'a laissé entièrement la décision. Quoi que tu décides, je te soutiens, a-t-il dit. J'y ai réfléchi pendant des semaines, j'en ai parlé en thérapie, j'en ai discuté avec Beth et Jenna, pour finalement arriver à une conclusion qui me semblait juste. J'ai envoyé un email à mes parents, leur ai parlé de la grossesse, leur ai dit qu'ils pourraient rencontrer Grace après sa naissance, à certaines conditions. Ils devaient suivre des cours de grands-parents dans un centre familial. Ils devaient respecter toutes les limites que je fixais. Ils devaient comprendre qu'une seule violation, un seul dépassement, une seule tentative de culpabilisation ou de manipulation et ils étaient définitivement exclus. Ils ne seraient jamais seuls avec Grace, ne la garderaient jamais, n'auraient jamais de visite non supervisée. Leur réponse est arrivée en moins d'1 heure. Ils ont tout accepté, m'ont remercié pour cette chance, ont dit qu'ils feraient tout ce que je demanderais. Grace est née un beau matin de printemps. 3,4 kg, une chevelure foncée et des poumons qui pouvaient réveiller toute la maternité. Elle était parfaite. Eric et moi avons passé les 2 premiers jours à créer des liens avec elle, juste nous 3. Beth est venue en avion et a rencontré sa filleule. Jenna est venue avec des cadeaux et des larmes de joie. Ma famille choisie a rempli cette chambre d'hôpital d'amour et de rire. Le 3e jour, j'ai envoyé à mes parents l'adresse de l'hôpital et 1 heure de visite. 1 heure. C'est tout ce qu'ils ont eu. Ils sont arrivés exactement à l'heure. Carole, Denny et Tracy. Ils ont apporté des fleurs, un animal en peluche, une couverture de bébé faite à la main sur laquelle Carole avait clairement passé des heures. Ils étaient nerveux. Je n'avais jamais vu mon père nerveux auparavant. Eric se tenait à côté du lit d'hôpital, protecteur, les observant attentivement. Je tenais Grace dans mes bras. Voici Grace, ai-je dit. Elle est magnifique, a chuchoté Carole. Elle te ressemble quand tu étais bébé. L'ironie de son souvenir de mon apparence de bébé ne m'a pas échappé. J'ai laissé Carole la tenir pendant 5 minutes. J'ai regardé ma mère bercer ma fille avec des larmes coulant sur son visage. Puis-je lui dire quelque chose, a demandé doucement Carole. J'ai hoché la tête. Grace, ma douce petite fille, a dit Carole au bébé qui ne pouvait pas encore comprendre les mots. Ta maman est la personne la plus forte et la plus courageuse que j'ai jamais connue. J'ai échoué envers elle d'une manière que je regretterai pour le reste de ma vie. Mais elle est devenue extraordinaire quand même. Tu as tellement de chance de la voir. Denny a tenu Grace ensuite, ses mains tremblant. Il n'a rien dit,
a juste regardé sa petite fille et a pleuré. Tracy était la dernière. Elle s'est assise sur la chaise à côté de mon lit, a tenu Grace avec une aisance pratiquée et a souri. Elle est parfaite, Mona. Tu vas être une mère incroyable. Je le sais déjà, ai-je dit, parce que je sais exactement ce qu'il ne faut pas faire. Tracy a grimacé mais a hoché la tête. C'est juste. Ils sont partis après 58 minutes, m'ont serré dans leurs bras avec précaution, m'ont remercié à nouveau et sont sortis de cette chambre d'hôpital en sachant qu'ils avaient reçu plus qu'ils ne méritaient. Eric a fermé la porte derrière eux, est revenu au lit et m'a embrassé le front. Ça va? Je suis parfaite. Et je l'étais. J'avais gagné. Pas en les laissant revenir. Pas en les pardonnant dans un grand geste. J'avais gagné en construisant une vie si pleine d'amour que leur absence ne laissait pas de vide. J'avais gagné en devenant une mère qui ne ferait jamais, au grand jamais, sentir son enfant invisible. J'avais gagné en me choisissant, moi, et tous ceux qui m'avaient choisi en retour. Les mois suivants furent un magnifique chaos de nuits sans sommeil et de petites étapes. Le premier sourire de Grace, son premier rire, la façon dont elle se calmait quand Eric lui chantait sa terrible chanson fausse. Le village d'amis qui apportait des repas, aidait avec la lessive et la tenait pour que je puisse prendre une douche. Mes parents ont respecté leurs limites. Ils ont envoyé des cadeaux attentionnés, pas excessifs. Ils ont demandé la permission avant de venir. Ils sont venus à Portland 2 fois cette première année, ont séjourné dans un hôtel, ont visité pendant des créneaux de 2 heures supervisés et sont partis sans se plaindre. Je les ai observés avec Grace, j'ai vu à quel point ils étaient doux, attentifs. J'ai vu ce qu'ils auraient pu être avec moi et ce qu'ils n'ont pas été. Ça ne me faisait plus mal. C'était juste comme ça. Un soir, quand Grace avait 8 mois, je la berçais pour l'endormir dans la chambre de bébé. La fenêtre était ouverte, laissant entrer l'air frais du soir de Portland. Elle luttait contre le sommeil, faisant de petits babillements, attrapant mes cheveux. J'ai commencé à lui raconter une histoire. Pas un conte de fées, une histoire vraie. Un jour, quand tu seras plus grande, ai-je dit doucement, je te raconterai la nuit où j'ai failli mourir. Les gens qui sont venus et ceux qui ne sont pas venus. Comment j'ai appris que la famille, ce n'est pas seulement le sang. La famille, c'est ceux qui sont présents. Souviens-toi de ça, mon petit amour. La famille, c'est ceux qui sont présents. Grace a bâillé, ses yeux se fermant enfin. Je suis resté assise là à la tenir, regardant les photos sur le mur de la chambre de bébé. Moi et Eric le jour de notre mariage. Beth et Jenna comme mes demoiselles d'honneur. Mes collègues de l'hôpital à ma fête prénatale. Ma famille choisie, les gens qui avaient construit cette vie avec moi. Il y avait une photo de mes parents tenant Grace, nichée dans un coin. Pas proéminente, juste là, un rappel que les gens peuvent changer, même s'il est trop tard pour réparer ce qu'ils ont brisé. Mon téléphone a vibré avec un SMS de ma mère. Juste un message simple. Merci pour aujourd'hui. Je respecte tes limites. Je t'aime. Je l'ai regardé un long moment. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je répondrai peut-être demain. Peut-être pas. Je déciderai quand je serai prête. Progrès, pas perfection. J'ai embrassé le front de Grace, je l'ai déposé dans son berceau et je suis allé dans le salon où Eric lisait. Il a levé les yeux, a souri, m'a tendu la main. Je l'ai prise, je me suis blotti à côté de lui sur le canapé. C'est ça, ai-je pensé. C'est pour ça que je me suis battu. Cette paix, cet amour, cette vie que j'ai construite à partir de rien. J'avais appris la leçon la plus difficile que l'on puisse apprendre. Que aimer des gens qui ne peuvent pas vous aimer en retour vous videra. Que partir n'est pas abandonner, c'est parfois la chose la plus courageuse que l'on puisse faire. Que la famille dans laquelle on est n'a pas à être notre seule famille. J'avais appris qu'être présent est le strict minimum, pas un grand geste. Que l'on ne peut pas attendre que les gens voient notre valeur. Il faut la voir soi-même et s'éloigner de quiconque ne la voit pas. Plus important encore, j'avais appris que l'on peut survivre à la pire nuit de sa vie et en construire quelque chose de magnifique. On peut prendre sa douleur et la transformer en but. On peut être seul et trouver une famille. On peut être brisé et guérir plus fort. Au moment où j'ai quitté cet hôpital avec ma lettre, j'ai choisi la vie. Ma vie, selon mes propres termes, avec des gens qui ont mérité le privilège d'en faire partie. Et c'était plus beau que je ne l'avais jamais imaginé. Pas parce que mes parents ont changé,
bien qu'ils aient essayé, mais parce que j'ai changé. Je suis passé d'une fille désespérée de miettes d'affection à une femme qui connaît sa valeur. De quelqu'un qui se faisait petite à quelqu'un qui prend de la place. D'une fille suppliant d'être vue à une mère qui voit son enfant complètement. J'ai gagné. Pas par vengeance, pas par colère, mais par le simple acte radical de me choisir. Et chaque jour, je me réveille dans ma maison jaune à Portland avec mon mari, ma fille et ma famille choisie. Et je sais que j'ai fait le bon choix. C'est la leçon que j'enseignerai à Grèce. C'est la sagesse que j'ai gagnée de la pire nuit de ma vie. Vous méritez des gens qui sont présents. Et s'ils ne le sont pas, vous êtes assez fort pour construire votre propre famille avec ceux qui le sont. J'ai survécu. Je me suis épanoui. J'ai gagné. Et c'est la meilleure fin que j'aurais pu écrire. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà eu à vous choisir plutôt que votre famille? Avez-vous déjà quitté des personnes qui étaient censées vous aimer? Comment avez-vous construit votre famille choisie? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience pourrait aider quelqu'un qui est aux prises avec la même décision. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner pour entendre plus d'histoires sur la résilience, la guérison et le choix de soi. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est acceptable de partir, qu'il est acceptable de choisir la paix plutôt que l'obligation. Merci d'avoir écouté mon histoire. Merci d'être ici. J'espère que vous trouverez le courage d'être là pour vous-même comme vous le méritez. Souvenez-vous, la famille, c'est ceux qui sont présents. Construisez votre vie avec des gens qui vous voient. Vous ne méritez rien de moins. Prenez soin de vous. Choisissez-vous. Soyez là pour vous-même. Jusqu'à la prochaine fois.